Salut tout le monde! Bienvenue dans le 10e épisode du podcast Les 8 pieds dans le même sabot, la bienveillance dans le monde du cheval. Je suis Mathilde, propriétaire de 2 juments à la maison, maman de 2 enfants et professeure des écoles dans la vraie vie. Dans ce podcast, je partage avec vous mon quotidien et mes questionnements de propriétaire de chevaux à la maison. Entre réflexions philosophiques et questions plus concrètes, je vous propose d'entrer dans ma tête le temps de quelques minutes. Bonne écoute! Je suis ravie de vous retrouver pour ce 10e épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de la bienveillance dans le monde du cheval, et surtout dans le monde des propriétaires de chevaux. Et je pense qu'on peut faire aussi le parallèle avec le monde du chien, puisque j'ai malheureusement l'impression que les choses se passent exactement de la même façon dans ce milieu-là. Pour commencer cet épisode, je voudrais déjà définir ce que c'est la bienveillance. Et ensuite, on parlera de comment on peut l'appliquer à soi-même, à nos animaux et surtout aux autres. Petit teaser, je vais dire, sur mon opinion au sujet de la bienveillance. C'est quelque chose dont on entend énormément parler, mais qui, je trouve, est finalement très 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 mal compris et qui manque énormément dans le monde du cheval, et je dirais même partout actuellement. Avant de vraiment commencer cet épisode, je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet-là précisément. Au fil des années, j'ai pu remarquer dans le monde réel, et surtout sur les réseaux sociaux, que les propriétaires d'animaux ont cette tendance assez pesante à se juger les uns les autres. C'est-à-dire qu'on voit souvent des personnes qui en critiquent d'autres parce qu'elles ont une manière de faire différente. Et on a aussi le cas de figure du fait où on se retrouve avec tout un tas de conseils non sollicités qui nous pourrissent littéralement la vie et qui nous font culpabiliser à mort. Et là, vous sentez venir l'expérience de la maman qui parle, parce que oui, dans ce monde-là aussi, on se bouffe tout un tas de trucs aussi pourris que dans le monde du cheval ou du chien. Et étrangement, nos expériences dans le monde animal peuvent être d'un très grand secours à certains moments et vice-versa. Mais à mon sens, même si la personne en face peut se tromper, je ne trouve pas normal que, sous couvert de bienveillance, on se permette de rabaisser, de faire culpabiliser ou simplement de critiquer quelqu'un, tout en sachant qu'on ne connaît même pas un centième de la situation de l'animal et de son propriétaire. Le mot animal, vous pouvez très bien le remplacer par enfant ou que sais-je, et pareil, propriétaire par parent ou autre, ça marche aussi. Et une autre chose que je remarque, c'est cette faculté qu'ont les propriétaires ou les parents à s'autoflageller en permanence lorsqu'on ne réussit pas à faire quelque chose comme la norme le devrait. Dans le sens où si on ne fait pas les choses parfaitement, ou qu'on agit simplement un peu en marge en fait de la norme, ou simplement qu'on réussit pas à faire quelque chose et qu'on se trompe, on a cette tendance terrible à se critiquer soi-même et à se mettre au fond du trou parce qu'on ne correspond pas à ce que l'on voit partout. Alors que la bienveillance, c'est aussi quelque chose qu'on peut et qu'on doit s'appliquer à soi-même. Je tenais à faire cette précision car c'est quelque chose que j'ai énormément tendance à faire personnellement et j'oublie régulièrement de me donner moi aussi un peu de bienveillance. Bref, vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me touche parce que je le vis actuellement en tant que maman, mais aussi en tant que propriétaire de chevaux, et je l'ai vécu également en tant que propriétaire de chiens. Et franchement, dans tout ça, tous ces moments, c'est vraiment pas des trucs très très cool à vivre. La bienveillance, qu'est-ce que c'est? Pour définir ce mot, je suis tout simplement allée chercher la définition du mot bienveillance dans le dictionnaire. Et j'ai trouvé 2 définitions qui me paraissent intéressantes. La première vient du Larousse. Bienveillance. Disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. La seconde définition que j'ai trouvée vient du dictionnaire Le Robert. Bienveillance, disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Pour m'aider un peu à mieux comprendre ces définitions, je me suis intéressée aussi à l'étymologie du mot bienveillance. Et je me suis aperçue qu'en fait, comme pour beaucoup de choses, il y a une sorte d'incompréhension du sens du mot bienveillance, ou enfin plutôt un quiproquo. En fait, j'ai vu qu'il y avait 2 définitions sur lesquelles les linguistes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Certains pensent que le mot bienveillance vient du latin benevolentia, qui apporte la dimension de la générosité, du volontariat et de l'engagement. D'autres linguistes pensent que le mot bienveillance viendrait plutôt du mot bona vigilenta, qui signifie la bonne vigilance ou le fait de bien veiller.
Et ici, on a la dimension de prendre soin, de la confiance et de la précaution envers l'autre. Donc en gros, pour résumer, la bienveillance, c'est la capacité d'une personne à faire attention à l'autre, tout en essayant de la comprendre et de ne pas la juger. C'est la capacité à être sincèrement sympathique. Et finalement, ce que je retire de ces deux définitions, c'est que cette bienveillance, c'est une oreille attentive et protectrice qui peut s'appliquer aussi bien à autrui qu'à soi-même. Maintenant qu'on sait tout ça à propos du mot bienveillance, qu'en est-il lorsqu'on est propriétaire de chevaux, de chiens, parents ou simplement en tant qu'être vivant? Est-ce que c'est si facile de se l'appliquer à soi-même, aux autres et à tout ce qui nous entoure? C'est effectivement un principe qu'on peut appliquer tout simplement sur nos animaux et qui, à mon sens, a beaucoup d'importance. La bienveillance, c'est un gros mot, je trouve. On en entend très souvent parler dans de nombreux domaines. Par exemple, dans mon travail de professeur des écoles, on en parle beaucoup. On demande beaucoup aux professeurs d'être bienveillants envers les enfants pour qu'ils puissent apprendre correctement. C'est un mot qu'on emploie énormément, mais au fil du temps, je me suis aperçue que ce mot, bienveillance, était devenu un peu un mot fourre-tout. Et au final, on ne sait plus trop ce qu'il signifie, il est mal compris et on finit par en détourner petit à petit le sens. C'est pourquoi je voulais le redéfinir aujourd'hui en première partie de cet épisode. Maintenant, je vais pouvoir me perdre doucement mais sûrement dans mes explications. Je m'excuse d'avance parce qu'elles seront peut-être un peu hasardeuses. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile d'avoir les idées claires sur ce type de discussion. C'est un sujet qui reste quand même assez philosophique par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'espère que je me perdrai pas trop et que je ne vous perdrai pas trop. J'ai noté que dans la définition du mot bienveillance, il y a l'idée de compréhension de l'autre, ce qui, pour moi, va de pair avec la compréhension de soi. Il y a également l'idée d'indulgence qui me semble aussi importante. Ces idées d'indulgence et de compréhension sont pour moi fondamentales à mettre en place envers soi-même, envers les autres, mais aussi envers nos animaux. Et je tiens au envers soi-même parce que, comme je l'ai dit au début de l'épisode, en tant que propriétaire de chevaux, de chiens ou qu'importe, on a tendance à vite se flageller et à se sentir coupable d'avoir mal fait quelque chose, alors qu'on devrait parfois se lâcher un peu la grappe et se montrer autant d'empathie que ce qu'on est capable de faire envers nos animaux. J'estime qu'il faut être bienveillant envers soi-même parce que le fait d'être doux et bienveillant du coup avec soi, de s'apporter un petit peu d'empathie, bah, ça fait vraiment du bien. Mine de rien, la vie de propriétaire, elle est très très prenante. On a la responsabilité de la vie d'un autre être vivant. Et je pense qu'on a le droit de se tromper. On a le droit, et c'est pas grave, même si ça a des conséquences évidemment. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit se flageller en permanence. On a le droit et le devoir de noter nos erreurs et de les réparer. Mais à trop se culpabiliser, on se met à porter tout le poids du monde sur nos épaules, et c'est là que ça devient difficile de passer les obstacles. Je pense qu'on peut ne pas réussir à créer un cadre sécurisant pour notre animal, ni réussir à soigner des problèmes de santé si on ne se prend pas en compte aussi. C'est-à-dire que si on ne fait pas un peu attention à nous, si on ne s'écoute pas et qu'on ne prend pas soin de soi, je pense qu'il va être difficile pour notre animal de se sentir en sécurité ou même de réussir à gérer les problèmes qu'il a en lui. Parce que fatalement, on va lui projeter nos problèmes et ça va être finalement le cercle vicieux où on va se flageller parce que notre animal ne guérit pas et l'animal ne guérira pas, donc on va voilà, c'est vraiment, quelque chose de je pense d'important à garder en tête et cette notion d'être bienveillant envers soi-même, je pense aussi que les autres ont quelque chose à jouer là-dedans et quand je dis les autres, je pense aux professionnels de santé, mais aussi aux autres propriétaires qui nous entourent, aux gérants d'écuries, aux coachs et cetera, qui vont pouvoir nous aider et nous rassurer peut-être à certains moments et malheureusement avec les autres aussi vient cette tendance qu'on a à se comparer. Et cette tendance aussi que beaucoup, on a à conseiller sans que ce soit demandé. Alors je sais que si vous êtes maman, en plus d'être propriétaire de chevaux ou de chiens, vous voyez exactement de quoi je parle. Ce genre de conseils qu'on nous donne comme ça, ni vu ni connu, alors qu'on n'a rien demandé et qu'on était juste là pour avoir juste, un espace d'écoute. Et ben ça, ce genre de comportement en fait, même si c'est pas méchant, que ça part d'une bonne intention, ça peut être vraiment nocif et en plus de ça, parce que quand on est dans ces moments de détresse, on a besoin surtout de souffler et d'être écouté et d'être entendu.
Chose que, et on n'a pas forcément besoin de solutions puisque les solutions, on les a déjà, c'est juste que, bah, le temps que tout se mette en place, c'est super lourd, en fait. Et j'estime aussi que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas comme tout le monde qu'on est moins bon ou au contraire qu'on est meilleur. C'est juste qu'on n'est pas au même stade de réflexion ou qu'on n'a pas la même vision des choses. Et heureusement dans un sens. Parce que si on avait tous la même vision des choses, le monde serait bien triste. Mais toujours est-il que parfois, s'entourer de personnes qui sont là juste pour nous écouter, qui ne nous prennent pas pour des imbéciles et qui nous donnent notre chance, eh bien ça change beaucoup de choses. Et il y a effectivement certaines personnes qui vont nous dire qu'on fait n'importe quoi, que c'est pas bien, et ce, sans donner d'avis constructif. Il y aura toujours quelqu'un pour nous expliquer le pourquoi de ce qu'on fait, c'est pas bien. En fait, il y aura très peu de personnes qui vont arriver en disant: «Écoute, t'as déjà essayé ça, 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 j'entends, t'as fait telle chose, telle chose, telle chose. Tu as remarqué que, malheureusement, tout ce que tu as mis en place, ça n'a pas bien marché ou ça a pas eu les effets escomptés. Moi, j'ai cette solution. Est-ce que tu serais OK pour essayer cette méthode?» Et là, généralement, quand on aborde ça comme ça, quand la personne nous construit quelque chose et nous aide, et ben, amené de cette manière-là, ça paraît, juste beaucoup plus simple à écouter et à comprendre que de se dire: «Bah, t'as fait de la merde, maintenant, faut que tu fasses ça». Alors là, il est où l'avis constructif? Il est pas là. Il y a pas eu de mise en recul, en fait. Ça paraît évident pour certains de prendre un peu des pincettes, parce que vraiment on est à mal, hein, dans certaines situations. Mais bon sang, le nombre de personnes qui ne prennent pas en compte notre état émotionnel et qui ne nous prennent pas en compte, eh ben, c'est juste ahurissant et ça ne nous permet pas d'être bienveillants envers nous-mêmes, puisque ça nous rabaisse et en même temps, pour les personnes qui, nous rabaissent, c'est pas du tout être bienveillant envers nous, en fait. C'est juste, montrer la supériorité qu'on a par rapport à la personne en face et moi ça, je trouve pas ça très très sain. Et trouver une personne qui entend ce qu'on a à dire, qui écoute et qui réfléchit sur ce qu'on a déjà fait, qui explique pourquoi elle propose telle ou telle solution, eh ben, ça invite vraiment à essayer de nouvelles choses, à revoir notre idée de base. Et c'est ça, pour moi, être bienveillant envers son interlocuteur. C'est pas lui donner des solutions alors qu'il a rien demandé de but en blanc comme ça. Alors oui, ça passe pas toujours quand on remet vraiment en question nos convictions. Mais si la personne en face formule les choses comme je viens de vous le citer, je suis absolument certaine que ça passera quand même beaucoup mieux que si elle vous dit, comme dans l'exemple que j'ai fait avant, que vous avez fait de la daube et que c'est sa solution qui est mieux, point. C'est important de se prendre en compte, d'être bienveillant et de ne pas culpabiliser si on se plante, mais c'est aussi important d'écouter les autres et de s'entourer de personnes qui sont capables de nous écouter, de nous prendre en compte, de prendre en compte tout ce qu'on leur dit. On doit aussi prendre en compte ce que les autres nous disent parce que, eh ben, un avis constructif, ça permet toujours d'éclairer notre lanterne et de voir les choses peut-être différemment. Mais il faut que l'avis soit constructif et pas culpabilisant et rabaissant. On se flagelle aussi souvent parce qu'on n'a pas eu le bon comportement vis-à-vis d'une situation. Parce que si, parce que là, et c'est très important de prendre du recul sur certaines situations où on a commis une erreur afin de voir notre erreur et de la corriger. Et c'est là où je pense qu'il faut se laisser du temps et être empathique avec soi-même, parce qu'on n'est pas infaillible. Et les autres ne sont pas infaillibles non plus, on n'est pas parfait et on a le droit à l'erreur. Et c'est là que la bienveillance apparaît. Il faut bien se mettre en tête que ce qui marche pour certains ne marchera pas pour d'autres. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de s'entourer de personnes qui sont capables de nous écouter et qui sont capables de prendre en considération ce qu'on dit. Le simple fait de pouvoir discuter, de pouvoir communiquer, de pouvoir dire que l'on est d'accord ou pas, d'expliquer le pourquoi du comment et surtout de savoir prendre en considération ce qu'on nous dit, malgré nos convictions, c'est faire preuve de bienveillance envers soi et envers l'autre. Et on a le droit d'avoir des opinions divergentes, mais on n'a pas le droit de minimiser les ressentis et les inquiétudes des autres. Parfois, on a une intuition ou sur quelque chose, mais notre intuition, elle peut nous cacher certaines choses parce que l'affect va venir entrer en ligne de compte. On pourra avoir raison à certains moments, mais il y aura d'autres moments où il nous manquera un tout petit truc qu'on n'aura pas vu et qui fera toute la différence. Et c'est peut-être grâce à un professionnel de santé ou à une copine d'écurie qu'on trouvera ce petit truc qui nous permettra d'avancer et de sortir de ce mauvais pas. Je suis persuadée que la bienveillance passe par cette écoute de l'autre, cette empathie vis-à-vis de l'autre, et c'est quelque chose de difficile à comprendre, de difficile à mettre en place, parce que souvent on se sent très coupable, on se sent vite attaqué aussi, et quand notre cheval est malade, qu'on a loupé un truc, on est certain que c'est nous qui nous sommes plantés quelque part, alors que des fois, c'est juste un accident idiot, et on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est la vie. Et maintenant, faut faire face. Et c'est là que toute la dimension de la bienveillance, de l'empathie, viennent jouer un rôle important
dans notre façon d'aborder les choses et de voir, et de pouvoir, gérer les situations. Dans tout ça, pour réussir à garder la tête froide et à préserver cette bienveillance et surtout cette envie de bien faire, je pense qu'il est indispensable de garder un esprit factuel. Ça nous permet de ne pas perdre la tête à cause de nos émotions, parce que bien souvent ce sont nos émotions qui nous font oublier l'essentiel. Elles ne nous permettent pas de voir suffisamment clair, entre guillemets, et elles nous cachent parfois une solution qu'on avait sous le nez. Se faire confiance, c'est bien pour garder nos intuitions, mais c'est aussi important de garder ses connaissances au premier plan pour avoir un esprit factuel afin de ne pas se tromper, à cause de nos émotions, de nos peurs ou justement de notre culpabilité. Pour terminer sur le sujet de la bienveillance, que j'ai quand même, je pense, un peu mixé avec, tout ce qui est empathie, j'estime qu'il faut être bienveillant effectivement envers soi-même, mais aussi envers ceux qui essayent de nous aider et qui parfois se trompent. Comme je l'ai dit plus tôt, on n'est pas infaillible. Personne n'est infaillible et personne n'a la science infuse. Ce n'est pas parce que la personne en face de nous a dit n'importe quoi que c'est une dégénérée et qu'elle se plante complètement sur tout. Peut-être que c'est juste une personne qui a eu une expérience qu'elle a vécue, qu'elle a trouvé une solution pour gérer cette situation et que cette solution a très très bien fonctionné pour elle. Sauf que dans votre cas, ce n'est pas ce qui est nécessaire pour vous et votre animal. Et peut-être que cette personne, elle est elle aussi dans le même schéma que vous, en étant très culpabilisée par tout ce qu'elle a vécu et qu'elle a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Évidemment, je précise que bienveillance, ça ne veut pas dire se faire marcher sur les pieds, ça ne veut pas dire se faire écraser parce que tout le monde pense et ce que tout le monde veut que l'on fasse. Ça veut simplement dire de laisser une chance aux autres, mais aussi de se laisser une chance à soi pour réussir à affronter ce qu'on est en train de vivre et pour réussir à surmonter les obstacles. Bien sûr que la confiance en soi ne veut pas dire écraser les autres pour avoir raison, c'est, à mon sens, simplement réussir à faire passer un message, à faire passer ce que l'on pense, à affirmer qui l'on est et ce que l'on a à dire, tout en gardant assez d'aplomb pour ne pas tomber dans la culpabilité lorsque nos idées ne correspondent pas à celles des autres et également pour ne pas se laisser détruire ou en tout cas piquer par des remarques qui, l'air de rien, n'ont rien à faire là, tout simplement parce que la personne en face se sent déstabilisée. Avant de clôturer cet épisode, je voulais vous raconter 2 situations que j'ai vécues et dans ces 2 situations, il me semble que j'ai dû apprendre à être bienveillante envers moi-même, mais aussi envers les autres. Dans la première situation, donc c'était au printemps 2024, lorsqu'Hirondelle a fait sa première crise de fourbure. Et à ce moment-là, j'ai reçu mais énormément de conseils qui venaient de toutes parts pour me dire ce qu'il fallait faire pour gérer la fourbure de ma jument, donc ça allait de ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, comment il fallait gérer, et cetera, et cetera. Effectivement, il y a des choses que j'ai écoutées et il y a des choses que j'ai pas faites parce que je n'en ressentais pas du tout l'utilité. Pourtant, je n'en ai pas fait cas et j'ai réussi à passer outre parce que, voilà, j'avais mis un petit peu des œillères. Ce qui comptait pour moi, c'était le fait que ma jument s'en sorte et je prenais ce qui me semblait cohérent avec elle ou pas. Et pour cela, j'ai dû faire énormément preuve d'indulgence et de compréhension vis-à-vis des personnes que j'avais en face de moi. Parce qu'à cette époque-là, j'étais pas non plus très en forme, autant physiquement que mentalement, puisque j'étais enceinte. Et gérer ma jument dans ce moment-là, c'était franchement pas évident. Et pour le coup, j'estime que j'ai plutôt bien réussi à ne pas me rendre malade avec la situation. Je me suis pas culpabilisée du fait que ah, j'aurais pu faire autrement, machin, c'est de ma faute si. Évidemment, je me suis dit: «Bah mince, si je les avais changés de prix plus tôt, ça serait pas arrivé». Oui, peut-être, mais c'était fait, c'était comme ça, je pouvais pas. J'avais pas le choix. C'est arrivé, c'était pas drôle, mais en même temps, voilà. On a réussi à faire passer la crise et on a réussi à trouver des solutions. Même si à l'heure actuelle, elle est pas tout à fait remise, ça va venir, on se laisse le temps et ça va rouler. Mais vraiment, quand on est dans des situations comme ça où notre cheval va très mal, là pour le coup, la jument était couchée, elle pouvait pas se lever, elle avait très, très mal dans les pieds, enfin, je me suis vraiment vue, très, très mal à certains moments et lorsque, j'ai observé les sabots de la jument quelques mois plus tard, j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de la crise. Elle avait à peu près des marques de 5 millimètres de profondeur donc sur 3 pieds, ce qui était vraiment impressionnant. On voyait un décrochement énorme sur le sabot et vraiment, je reste quand même très fière de moi dans le sens où je me suis pas flagellée en me disant: «Mon Dieu, quelle horreur, je suis une propriétaire indigne». J'ai réussi à pas me culpabiliser, j'ai réussi à garder beaucoup de bienveillance envers moi-même parce que je me suis dit: «OK, ça arrive. Là, vu le contexte dans lequel tu étais, tu pas pu faire autrement. Tu as géré du mieux que tu pouvais et maintenant on va de l'avant et on va faire en sorte que ça recommence plus».
Et c'est une situation où, comme je vous le disais, ça a été très compliqué à vivre et pourtant, il fallait faire preuve de bienveillance envers soi-même, de beaucoup d'empathie vis-à-vis de la jument pour l'aider à se sortir de cette mauvaise passe, mais aussi de bienveillance envers les autres en se disant, «Bon sang, alors c'est gentil les gars, mais j'ai pas besoin de ça, quoi». La seconde situation, c'était vis-à-vis donc, de ma chienne Mali, où là, ça a été très compliqué. Au départ, je voulais vous parler un petit peu du choix que j'avais dû faire de lui donner des anxiolytiques, qui m'avaient beaucoup coûté. Mais finalement, je préfère, parler de la situation finale, où on a dû choisir avec mon compagnon de dire au revoir à notre chienne. Ça a été extrêmement culpabilisant, extrêmement difficile. Il a fallu qu'on soit très, très bienveillant envers nous-mêmes et surtout envers notre chienne. Tout simplement parce qu'on se posait beaucoup de questions. C'était très difficile de se dire, «Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on a raison de le faire? Est-ce qu'on fait pas une bêtise?» Et au final, il fallait certes se rendre à l'évidence, mais aussi il fallait beaucoup de qu'on soit très doux envers nous-mêmes parce qu'on avait fait vraiment de tout ce qu'on pouvait. Tous les pros autour de nous nous ont dit qu'on avait été au bout, du bout, du bout, enfin on pouvait pas faire mieux. Tout ce qu'on avait fait pour elle, on pouvait pas faire mieux. Et encore à l'heure actuelle, on se demande encore ce qu'on aurait pu faire de plus. Et pourtant, on a vraiment tout fait. Parce qu'on pouvait pas faire plus. Malheureusement, la maladie était ce qu'elle était et on pouvait pas l'enrayer, on pouvait pas l'arrêter. On a mis tout ce qu'on pouvait en place pour la soulager jusqu'au dernier moment. Et vraiment, même si l'issue a été extrêmement triste, il a fallu qu'on fasse attention à nous, qu'on se prenne en compte et qu'on soit très bienveillants les uns envers les autres, parce qu'on a fait vraiment tout ce qu'on a pu. Et cette situation-là, c'est vraiment la plus difficile à vivre, parce qu'on se pose plein de questions. Et cette bienveillance, elle est hyper importante pour pouvoir se regarder dans le miroir et pas finir à se culpabiliser et à se rendre malade. Parce qu'il y a des situations en fait où on n'y peut rien. C'est comme ça. On fait tout ce qu'on peut, on fait de notre mieux. Et des fois, le mieux ne suffit pas à régler un problème. On peut juste en réduire les symptômes. C'est ce qu'on a fait. Et tout ça pour dire que qu'importe la situation dans laquelle on est, qu'importe l'animal face auquel on est, c'est important d'être indulgent envers soi-même, de se comprendre, de se prendre en compte afin de faire au mieux pour nous et pour nos animaux. À savoir quand même que nos animaux n'ont rien demandé, c'est nous qui les avons fait entrer dans nos vies et pas l'inverse. Et cette indulgence, cette compréhension, cette bienveillance qu'on se demande vis-à-vis d'eux, c'est aussi important de se les porter à soi-même pour pouvoir faire du mieux qu'on peut pour eux. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il n'a pas été trop brouillon, surtout sur la fin dans mes explications, même si c'est un épisode, comme je l'ai dit, petit peu plus philosophique que d'habitude. J'ai eu vraiment du mal à organiser mes idées et je pense que je suis partie un peu dans tous les sens entre le sujet de la bienveillance, de l'empathie, de l'indulgence. Enfin voilà, tout était mixé parce que, effectivement, en fait, toutes ces notions vont ensemble. Mais le message à retenir, c'est vraiment soyez indulgents avec vous-même. Apportez-vous le plus de compréhension et d'empathie possible. On n'est pas parfait. Personne ne l'est. Mais on fait toujours de notre mieux avec ce qu'on a, et c'est souvent déjà énorme, surtout quand il s'agit de nos animaux. J'espère également que vous réussirez à ne pas trop culpabiliser et à rester bienveillant envers vous-même, parce que c'est vraiment très difficile quand on est autant attaché à nos animaux. Et c'est vraiment pas évident de garder la tête froide et de se dire qu'on a loupé quelque chose ou que peut-être ça pourrait être de notre faute alors que bien souvent c'est pas le cas. C'est un travail sur soi-même qui est compliqué, mais vraiment, ça en vaut la peine. Je clôture enfin cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager sur tes propres réseaux sociaux ou à l'envoyer à une personne qui pourrait l'apprécier. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu as pensé de cet épisode par message privé sur mon compte Instagram @lescarnetschicorée ou par mail. Je serais vraiment ravie de te lire et d'échanger avec toi sur ce sujet. Tous les liens que je vous ai cités sont disponibles dans la description de l'épisode. Et comme je le disais, tu peux me retrouver donc sur mon compte Instagram où je partage mon quotidien avec mes juments, mais aussi pas mal de réflexions à propos de leur gestion quotidienne pour le coup. Si le podcast te plaît, n'hésite pas non plus à le noter et à laisser un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera un grand soutien pour moi. Il ne me reste plus qu'à te dire à dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast. En attendant, prends bien soin de toi et de tes animaux. À bientôt!